Mon beau-père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse dormir dans leur garage. Je tenais son petit enfant, 8 mois, avec les yeux de son père et mon menton têtu. Et cet homme, debout dans son costume à 3000 $ dans son jardin soigneusement entretenu, voulait que je le remercie pour un lit de camp à côté de la tondeuse à gazon. Il y a 3 mois, j'ai emménagé chez mes beaux-parents après le déploiement de mon mari, Tyler. Sa mère, Phyllis, avait pleuré en faisant la proposition. « La famille s'occupe de la famille », avait-elle dit. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'allais devenir leur servante non payée. J'ai rendu notre appartement pour économiser. Nous avions 47 000 $ d'économisés pour un acompte. À la 2e semaine, on m'avait déplacé d'une chambre d'amis à un espace de rangement non chauffé au-dessus du garage. Puis, ils ont gardé ma voiture en sécurité contre les cambriolages du quartier. Je n'ai pas conduit depuis 3 mois. Mon beau-père, Gerald, s'est fait ajouter sur notre compte joint. Je recevais une allocation hebdomadaire de 40 $ pour moi et le bébé. Avez-vous vu le prix du lait en poudre? J'ai commencé à sauter des repas. Il surveillait mon téléphone et mes emails. Quand j'ai essayé de dire la vérité à Tyler, Phyllis a trouvé le brouillon et l'a supprimé. Ma punition a été la perte du privilège de laver mon linge. J'ai passé 2 semaines à laver à la main les vêtements du bébé, jusqu'à ce que mes jointures se crevassent et saignent. Il y a 2 semaines, Gerald m'a dit que je devais gagner mon droit de rester et m'a envoyé en haut d'une échelle branlante pour nettoyer les gouttières. Je suis tombée. Ma cheville a enflé à la taille d'un pamplemousse. Phyllis m'a dit de marcher pour que ça passe. Je ne l'ai dit à personne. La honte était une cage. Mon père, Patrick O'Connell, m'a élevée pour être forte, indépendante. Je ne pouvais pas le laisser me voir comme ça. Puis, vendredi dernier, il a fait 200 miles en voiture pour nous faire une surprise. Il est arrivé juste au moment où je traversais la pelouse en boitant, Lily sur la hanche, les courses à la main. J'étais allée au magasin à pied. Il a demandé où était ma voiture. Je lui ai dit qu'il l'avait prise pour la garder en sécurité, que j'avais de la chance qu'il me laisse rester. Son visage a traversé 7 émotions en 3 secondes. Puis il s'est fixé dans un calme terrifiant. Il a ouvert la portière de son pick-up et a dit « Monte dans la voiture, on règle ça ce soir. » Dans un dîner à 3 villes de là, toute l'histoire est sortie. L'isolement, le contrôle, l'humiliation. Papa a écouté, les jointures blanches. Puis il a posé la question qui m'a brisée. « Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Tyler? » Je ne lui avais rien dit. Chaque appel était surveillé, chaque SMS vérifié. Phyllis l'appelait séparément, dépeignant une image de moi prospère, éternellement reconnaissante. « Et le compte en banque? » a demandé papa. Dans une copisterie ouverte 24h/24, je me suis connectée pour la première fois depuis des mois. Nos 47 000 $ n'étaient plus que 8 200. Page après page d'impressions racontaient l'histoire. 15 000 $ transférés à BB Holdings LLC, la boutique d'éclateurs Instagram défaillante de Brooke, la sœur de Tyler. Des milliers en retrait d'espèces finançant les séances au salon de Phyllis et ses folies shopping. Des frais sur la carte de crédit de Tyler pour des restaurants, du golf, des bars, tous locaux, alors qu'il était en Allemagne. Gerald utilisait l'identité de son fils pendant que sa belle-fille crevait de faim. « J'ai vu de la comptabilité de mafia plus subtile que ça », a dit papa. Nous avons appelé Maureen Walsh, une parajuriste à la retraite. Elle a identifié plusieurs délits. Exploitation financière, fraude, vol d'identité. Ce dernier, commis contre un militaire en déploiement, est un délit fédéral que l'armée prend extrêmement au sérieux. Mais il y avait un problème. Quand j'avais emménagé, épuisée avec un nouveau-né, j'avais signé une pile de papiers que Phyllis appelait les formulaires d'assurance. L'un d'eux était une procuration limitée, donnant autorité à Gerald. Ma signature était sur le papier. « Avez-vous signé volontairement, en pleine compréhension ?» a demandé Maureen. Ce n'était pas le cas. Ensuite, nous devions joindre Tyler directement. Papa a appelé un vieux copain de l'armée qui travaille maintenant dans la logistique en Europe. Un message a été transmis. Tyler a appelé un numéro que ses parents ne connaissaient pas à 2 heures du matin. Entendre sa voix,
je me suis brisée. Quand j'ai pu parler, je lui ai tout dit. Il y eut un long silence. Puis 4 mots. « Je te crois, Suzy. » Son plan fut rapide. Il a gelé tous les comptes immédiatement. Puis il m'a parlé de la fête pour le 60e anniversaire de son père le lendemain. Toute la famille, tous leurs amis, tous ceux qu'ils avaient mis des années à impressionner seraient là. « Et si, » dit Tyler d'une voix froide, « je faisais un appel vidéo surprise? » Le lendemain matin, je suis retournée à la maison, jouant mon rôle. J'ai suggéré l'appel vidéo à Phyllis comme une surprise. Elle s'est illuminée, imaginant le moment public parfait. La fête était un spectacle. Une tente, des traiteurs, 53 invités. Gérald régnait en maître, se baignant dans sa vie parfaite. À 16 heures, Phyllis a rassemblé tout le monde dans le salon. Elle a connecté l'appel avec un grand geste. Tyler, en grande tenue, est apparu sur le grand écran. « Joyeux anniversaire, papa, » dit-il. « Je suis content que tout le monde soit là. J'ai quelque chose à dire. » Il a exposé les faits comme un procureur. Les 39 000 $ manquants, les virements vers la boutique de Brooke, les retraits d'espèces correspondant aux dépenses de Phyllis, les frais locaux sur sa carte de crédit. « Papa ?» demanda Tyler, son regard ferme à travers la caméra. « Tu veux expliquer comment c'est possible? » La pièce était totalement silencieuse. Brooke avait pâli. Le sourire de Gérald était un rictus figé. La sonnette a retenti. L'inspecteur Sullivan, un ami de Maureen, se tenait sur le porche, son badge bien visible. Il s'est excusé de déranger, a dit qu'il avait des questions sur des irrégularités financières. Alors que la pièce entrait en ébullition, la voix de Tyler a de nouveau coupé à travers. Il leur a parlé du garage, de l'allocation de 40 $, du téléphone surveillé, de l'échelle, de ma cheville. Des mensonges que Phyllis avait répandus sur ma stabilité mentale, conçus pour détruire ma crédibilité si jamais je parlais. Phyllis a essayé d'interrompre, criant que c'était des mensonges, mais sa voix tremblait. Personne ne la regardait plus avec sympathie. Les derniers mots de Tyler étaient pour moi. « Suzy, prends notre fille et va avec ton père. Je vous aime tous les deux. » Puis il a raccroché. L'écran est devenu noir, tout comme le monde de Gérald. Alors que je marchais vers la porte, Phyllis a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant. Elle a sifflé que je le regretterais, qu'elle avait des avocats. J'ai regardé sa main, puis son visage, la femme qui avait souri en volant, en affamant et en isolant. Je lui ai souri en retour, sincèrement. « Je n'ai pas peur de toi. » Je me suis dégagée et je suis sortie dans le soleil. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans les semaines qui ont suivi, Gérald et Phyllis ont été officiellement inculpés. L'enquête a découvert davantage. Gérald détournait de l'argent de ses associés depuis des années. L'entreprise de Brooke était confrontée à des violations fiscales. La façade parfaite avait disparu. Tyler a obtenu une permission exceptionnelle. Quand il a franchi la porte de mon père et nous a vus, il a finalement craqué. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, et j'ai su que tout irait bien. J'ai appris une leçon difficile. Gardez toujours votre propre fonds d'urgence. Pas de compte commun sans limite claire. Ne signez rien que vous n'ayez pas lu. Nous avons acheté une maison plus petite, juste la nôtre. Pas de beaux-parents avec des clés. La dernière fois que j'ai vu Phyllis, c'était au tribunal. Elle paraissait petite, effrayée. Son masque avait disparu. Je l'ai regardée droit à travers. En sortant, je tenais la main de mon mari d'un côté et celle de mon père de l'autre. Lily gazouillait joyeusement, inconsciente. Je lui raconterai cette histoire un jour. Je lui dirai que sa mère a été courageuse, même quand elle ne se sentait pas courageuse. Que son grand-père a fait 200 miles en voiture parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Que son père a cru sa femme au moment le plus important. La leçon est la suivante. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous défendre. Quiconque essaie de prendre votre dignité ne mérite pas de place dans votre vie. Pas même la famille. Surtout pas la famille.